Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Donc philanthropie aujourd'hui autour d'un personnage, je dis bien un personnage parce qu'il n'est pas simplement une fonction dans son travail, qui s'appelle Alzirela. Alors je ne sais pas si on connaît Alzirela. Moi j'avoue, je connais depuis peu de temps. Il se trouve que lors d'un salon du livre à Saint-Denis, on avait invité les éditions Éric Jamet et Eric, jamais été là d'ailleurs, qui m'a dit on va sortir un bouquin là sur Alzirela, il faut absolument le lire, c'est quelque chose de passionnant. Alors bon, moi je connaissais pas, j'ai regardé un petit peu. Il se trouve que c'est d'abord un très très grand traducteur de Stefan Zweig, et moi particulièrement Stefan Zweig, déjà c'était une bonne accroche. Et puis après, je suis allé sur le Métron, une des références quand même quand on cherche quelque chose sur un militant. Et je me suis aperçu que c'était un sacré personnage. Il m'a fait penser à un personnage de roman, Fred, dans La mémoire des vaincus de Michel Ragon, quelqu'un qui a des dizaines de vies, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est multiple, qui est partout à la fois, qui fait un tas de choses. Donc, on va parler d'un livre qui s'appelle Alzirela, la voix française de Stefan Zweig, avec Anne-Élise Delatte, qui l'a écrit, donc c'est toujours plus facile, aux éditions Éric Jamet, éditeur. Donc je te remercie d'être venu. Bonjour, merci beaucoup à vous de me recevoir. Et puis, la première chose, c'est comment on rencontre ce personnage. Parce que tu as fait une sacrée rencontre. Hein. Déjà, le livre, il fait 1,5 kg, 2 kg. C'est comme ça que je mesure en général. Et il n'y a pas de carton dedans. Donc c'est un beau pavé. Et puis bon, t'as même travaillé plus que ça, puisque t'as fait une thèse dessus. Comment tu l'as rencontré, Alzir? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors ça aurait pu être pire, hein. J'aurais pu faire beaucoup plus que 400 et quelques pages. D'accord. Bah t'en fais un deuxième, c'est pas grave. Non, en fait, déjà, à l'origine, j'adorais Zweig. J'ai commencé en fait par lire Zweig en français parce que mes parents étant beaucoup à l'étranger, ils voulaient vraiment que je lise en français et pas beaucoup en français. Donc j'ai commencé par découvrir Zweig en français sous la plume d'Alzir, sauf qu'à l'époque j'étais pas consciente. C'est vrai qu'on s'occupe rarement des traducteurs en vérité. Voilà, donc j'avais même pas regardé qui avait traduit, hein, je l'avoue. Et donc c'est quand j'ai commencé à lire Zweig en allemand que je me suis dit mince. C'est pas du tout le Zweig, c'est pas du tout. C'est pas tout à fait le Zweig que je connais, dont j'adore le style. Il est beaucoup plus touffu, Bon, je me suis demandé comment ça se faisait. Donc j'ai commencé. Comment passer de l'un à l'autre. Voilà. Comment ça se faisait qu'un écrivain pouvait avoir un style quand même assez différent dans une langue et par rapport à l'original. Et j'ai commencé à m'intéresser à la traduction d'abord, pas à l'homme mais à la traduction. J'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. Et puis un jour, j'ai dû trouver un sujet de thèse très 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 vite. Et donc je suis allée à la bibliothèque universitaire de mon université à Nantes et je suis tombée sur un petit encadré du Figaro, du magazine littéraire. Et donc c'était Lionel Richard, un des spécialistes de Zweig, qui mettait Alzirela, cet inconnu. C'était un tout petit encadré dans le magazine littéraire. Et donc, il disait, on ne sait absolument pas qui est Alzirela. Est-ce que c'est un pseudonyme? Vu le nom, c'est pas un nom courant. Est-ce que c'est Zweig lui-même qui parlait français et qui a traduit lui-même ses livres? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est... Voilà. On ne sait rien de cet homme. Et donc je me suis dit, j'y ai été au culot, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon sujet de thèse, je voudrais faire une chose sur Alzirela. Et donc à l'époque je ne savais rien, mais quand je dis rien, c'était rien, puisqu'on n'avait pas toutes les informations qu'on a maintenant même. Voilà. Et donc j'ai commencé par aller voir la bibliographie de Zweig qu'a fait Randolph Klaviter. Qui était disponible, et il y avait sur cette bibliographie le mail privé de Monsieur Klaviter à qui j'ai écrit et à qui j'ai expliqué mon projet, et il m'a dit écoute, c'est une superbe idée, va donc voir de ma part Lindy Proes qui dirigeait les éditions et qui avait les droits sur Stefan Zweig. Elle t'en dira peut-être plus, peut-être qu'elle pourra t'aider. Et donc je suis allée en Suisse, puisque les éditions étaient en Suisse, et j'ai rencontré cette dame, et elle m'a dit, voilà, en France, il y a à Paris la fille de l'exécuteur testamentaire d'Alzir,
va voir si elle peut te donner, je pense qu'elle a quelque chose, va voir si elle peut te donner des choses sur Alzire, si elle accepte de le faire parce que c'est pas évident, voilà, c'est pas. Donc j'y suis allée à Paris. Et c'est là que elle a accepté de me recevoir après un échange épistolaire. Et je lui ai expliqué que c'était pour des études et pour mes études. Et elle m'a prêté, elle m'a permis d'en faire des copies, les lettres que j'évoque dans le livre de Zweig à Alzire. Et ça a été la révélation pour moi. Et je me suis dit, bon, voilà. T'avais trouvé ta matière. Je vais faire quelque chose sur Alzire. Je sais pas encore exactement comment, je sais pas quelle ampleur ça prendra, mais voilà, j'avais ces lettres et j'avais un homme ou un couple qui se dressait devant moi, et ça a été franchement un moment d'intense émotion et que j'oublierai pas. Mais oui, mais donc tu pars simplement de ça, mais où t'as été chercher le reste? Parce qu'il y a énormément de choses dans le livre. Après, ça a été, donc je suis partie un peu des lettres, puisque là c'était une matière que j'avais qui n'était pas encore exploitée, puisque les lettres n'étaient qu'en allemand, puisque Zweig écrivait son courrier en allemand, ou plutôt dicté, puisque voilà. Donc j'ai commencé par traduire ça, et puis après je me suis dit bon, il faut que je creuse sur Alzire, et en fait ça a été une énorme aventure humaine, parce que je me suis mise à lire tout ce qui me passait sous la main au niveau biographie des personnes qui avaient pu graviter autour d'Alzire, sans savoir exactement ce que j'allais trouver. Oui, là ça devient énorme, parce qu'en fin de compte c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, voilà, qui a rencontré un tas de monde, un tas de milieux. Voilà. Donc au départ je pensais pas du tout que ça allait prendre une ampleur pareille, et au fur et à mesure en fait je me suis basée beaucoup sur les mémoires ou sur les journaux intimes, on va dire, si ça existe, de quelques militants anarchistes. Et en fait au début je me suis dit genre je vais centrer sur Alzire parce que sinon ça va. Mais en fait ces militants pour la plupart sont quand même assez oubliés aujourd'hui, et je me suis dit qu'il fallait que mon livre soit aussi une sorte d'hommage à leur engagement, qu'il fallait que leur nom soit cité, qu'ils vivent encore. Et donc ça a pris effectivement une ampleur un peu inattendue, parce que j'ai fait quelque chose sur Alzire, mais aussi sur toute oui, puisqu'à chaque fois que tu fais une rencontre, non seulement tu parles bien sûr d'Alzire, mais tu parles aussi précisément des personnes qui va rencontrer. Voilà. Par exemple, le Hulot, tu vas en parler très clairement. Les milieux livres, tu vas en parler. C'est-à-dire que tu vas pas simplement les effleurer, tu vas les creuser à chaque fois. Mais oui, parce que j'ai commencé le Hulot, donc il a écrit une sorte d'autobiographie, même Ma vie, mes idées, où au début j'ai lu ça et j'ai poussé un hurlement dont je me souviens encore quand j'ai vu qu'il parlait d'Alzire. Donc forcément. Forcément, je vais en parler. Et encore, j'aurais pu faire un peu pire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de livres où il y a des anecdotes où Alzire était présent, mais où il n'est pas cité. Dans ce cas-là, je l'ai pas pris. Mais comme c'est quelqu'un qui est vraiment multitâche, on va dire, c'est quelqu'un qui côtoie énormément de milieux. C'est le portrait d'un homme, mais aussi d'une époque. Oui, parce que c'est vrai qu'il va traverser plein de lieux. Alors on va parler après des lieux de l'anarchie, mais il va être dans les lieux de la littérature, du syndicalisme, il va être dans plein de lieux. Et à chaque fois qu'il est dans un lieu, de toute façon, il investit. Il survole pas, lui. Totalement. C'est vrai que juste pour restituer un tout petit peu les choses, il est né un mois après Zweig, donc il est vraiment, il est né à la frontière franco-belge. Donc il va pas arrêter en fait de faire des allers-retours entre la France et la Belgique. Après, c'est sûr que Alzire était, bon, ça je le sais de sa famille, puisque j'ai rencontré sa famille. C'était quand même un tempérament dès l'enfance assez, on va dire, assez fort. Énergique, tout à fait. Un petit garçon qui naît alors que son père meurt au bout de 6 mois, donc il a 6 mois lorsque son père meurt. Il est né en 81. Oui, il est né en 81. Et donc, son père, Guillaume, meurt. Il était fonctionnaire des douanes, il meurt. Et sa mère se remarie avec quelqu'un, se remarie assez rapidement avec quelqu'un qui était alcoolique et qui était assez violent. Et donc, voilà. Donc, c'était pas forcément facile. Et
Donc, à l'école, d'après ce que m'ont dit la famille, c'était quelqu'un qui a eu très tôt des problèmes parce que il avait une espèce d'excroissance sur le dos, une espèce de bosse qu'il a eu apparemment, suite à une chute d'une chaise haute d'enfant. Et il a pas été soigné comme il temps, donc il a gardé cette déformation. Et les enfants n'étant pas tendres entre eux, il a dû faire très tôt l'expérience de la moquerie. Et donc lui, sa manière de répondre, c'était le coup de poing. Et donc il a dû de rester dans l'école que grâce à sa maman qui connaissait bien le directeur d'école et qui allait régulièrement pour calmer le jeu, pour excuser les frasques de son fils, qui a gardé ce côté un peu bagarreur qu'il avait et qu'il a eu depuis le début. Alors il faut dire que dans tout ça, une personne qui a joué aussi un très très grand rôle, c'est sa sœur Marie, qui était son aînée de 3 ans et demi. Et à laquelle il est resté très très attaché. On voit dans les lettres que m'ont donné la famille, que je remercie d'ailleurs énormément, c'est vraiment pour lui un ancrage, c'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi. Enfin, mais il a un point fixe de toute façon. Il est pris par les syndicats, par ses traductions, par tout ce qu'on veut. Mais Marie, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il écrit à Marie, en gros, c'est ça. Et c'est quelque chose que je trouve assez touchant de voir cet homme qui est pris de partout et qui d'un seul coup écrit à sa sœur, oui, mais voilà, j'aimerais bien te voir. Est-ce que tu peux venir ? Et puis, ce qui est très touchant aussi, c'est de voir à quel point, donc Alzire est pauvre, il faut pas le nier. De toute façon, il va travailler à partir de 14 ans. Il a travaillé très 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 jeune. Il est parti de l'école à cause de ça, parce que la famille ne pouvait pas se permettre ça. Et donc, il écrit des fois à Marie, je me suis fait, j'ai été appréhendée, je me suis fait emprisonner parce que j'avais froid, parce que j'avais faim, et qu'au moins en prison, on mange et on dort. Alors il le dit avec beaucoup plus de poésie que moi et beaucoup plus de retenue aussi. C'est quelqu'un d'assez pudique. Il va pas se plaindre, mais bon, il lui écrit quand même, si tu pouvais m'envoyer un par-dessus, ça m'arrangerait bien. Donc c'est quelque chose où je sens particulièrement. Enfin, on a un homme qui se confie, ce qui est très rare chez Alzire. Il est extrêmement pudique. Alors, si on reste toujours dans l'enfance, même avant l'enfance, l'origine du nom, c'est quand même assez étonnant. Alzire est là. Il est à la frontière franco-belge. On sent pas trop les relations franco-belges, là. Alors, c'est vrai que je me suis posé bien sûr la question, et puis beaucoup de gens me la posent. Alors, déjà, le nom, et là, c'est quand même assez courant en Belgique, étonnamment. Ça a des origines tunisiennes, apparemment, d'après ce que j'ai compris. En Belgique. Et dans le nord de la France. Et le Alzire, alors là, c'est un peu plus vague. Tout ce que je peux dire, parce qu'en plus, c'est Alzire, il faut le dire quand même, à l'origine, selon sa carte d'identité, c'est Alzire avec un E. Ce qui est fait quand même très 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 tâche entre guillemets pour notre Alzire à nous, parce que Alzire avec un E, ça fait très féminin, et il y a pas beaucoup plus, et ça fait pas très viril par rapport à ce qu'il était. Donc visiblement, à travers le livre, on voit bien que c'est un dur quand même. Donc oui. Et donc, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand j'ai vu la carte d'identité que m'a offerte l'héritière la fille de l'exécuteur testamentaire d'Alzire. Elle m'a offert ça en cadeau quand je lui ai donné la thèse. On voit le Alzire et on voit qu'il a barré le E de toutes ses forces. Voilà. Et lorsqu'il s'est fait faire sa dernière carte d'identité à la préfecture, ils ont accepté, c'est sans doute parce qu'il était connu à la fin de sa vie, de le mettre sans E. Il a dû ronchonner tout ce qu'il savait. Oui, parce qu'il avait l'air d'être assez preneur de tête. Disons peut-être pas preneur de tête, mais assez combatif, assez décidé quand il estimait avoir raison. Je sais pas qui pouvait le faire trop changer d'avis. Bon, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement attachant et que on a envie de creuser et de continuer à regarder ce qu'il fait, parce que ce qui est génial, c'est qu'il est un homme comme ça qui commence quand même par une enfance pas très facile, arrive à devenir d'ailleurs, je suis assez étonné. Et comment ça se fait qu'il rentre en tant qu'aide chimiste?
C'est assez étonnant dans le sens où on voit pas pourquoi. Il n'avait pas fait d'études de chimie spéciale. C'est parce que c'est l'usine qui était là. Non, c'est l'usine qui était là, qui était pas loin de chez lui, et qu'il fallait qu'il travaille, tout simplement. Ça, bon là, les bourses à l'époque, ça n'existait pas trop, et franchement, c'était quand même très important que la famille, voilà, et il n'y avait pas de richesse. Donc, je pense qu'il a essayé de trouver quelque chose qui n'était pas trop loin. Après, il n'est pas resté. Enfin, je pense que ça a été aussi déterminant pour lui parce que apparemment les conditions de travail dans cette usine n'étaient pas forcément très faciles. C'était les conditions de travail de l'époque. Voilà, de l'époque. Et donc ça a nourri sa révolte. Hein. C'est vrai c'est à partir de là qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il s'engage pour essayer d'améliorer les choses. Et alors une toute petite anecdote, à un moment, il voulait demander une amélioration des conditions de travail. Pour lui et pour ses camarades, puisqu'il ne pensait jamais que à lui. Et le patron lui a dit non, pas possible. Et il est monté sur une table, et il s'est mis une corde autour du cou et il a dit sinon je me pends. Donc ça, c'est le Alzire tout craché, qui s'investit, alors apparemment d'après ses camarades, d'après les témoignages que j'ai pu lire, quand il rentrait dans une pièce, en gros, on ne voyait plus que lui. On entendait aussi plus que lui parce qu'il avait une voix extrêmement profonde, extrêmement grave, extrêmement sonore, on va dire. Et comme il se déplaçait souvent avec une canne, puisqu'il avait sa déformation, ça lui déplaisait pas de faire usage aussi de sa canne pour appuyer ses propos, voire plus. Et alors justement, comment il est chimiste et il passe typographe? Parce que en fait, c'est pas une ligne directe. Ah non, c'est pas une ligne directe. C'est aussi parce que il y avait une petite. En fait, Alzire a été de tout temps, et je veux dire dans l'enfance aussi, un grand lecteur. C'était quelqu'un qui adorait lire, et près de chez lui, je pense qu'il en a eu, à un moment, il en a eu assez de l'usine, qu'il ne fait que pour des raisons alimentaires, on va dire. Et je pense qu'il a... Alors là, je suis putain, parce que je suis pas dans sa peau non plus, mais bon, on doit essayer de... quand même. Il a essayé de trouver quelque chose qui correspondait un petit peu plus à ses goûts, et par chance il y avait pas loin de chez lui une toute petite imprimerie qui aujourd'hui n'existe plus, qui l'a embauché, et c'est là où il a appris le métier de typographe en lui-même. Et ça, ensuite le monde des livres, c'est quelque chose qu'il ne quittera jamais. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu, parce que c'est vraiment le passage au monde des livres, comme tu dis, l'expression que tu utilises, parce qu'après il va jamais en sortir, quelle que soit la traduction, l'écriture, la typographie, il va être au syndicat du livre, il va tout. Il ne va plus jamais quitter. De toute façon, il le dit, hein, dans les lettres, on le sent, et dans les témoignages qu'on peut lire ici ou là, on le sent aussi. C'est sa famille. Enfin, je veux dire, c'est sa famille, c'est pour ça qu'il se bat, c'est pour avoir des meilleures conditions de travail au sein de ces métiers-là. C'est sa vie, hein, de toute façon. Oui, mais c'est vrai que c'est une époque aussi où l'anarchie, on la voyait beaucoup dans l'imprimerie, chez les typographes, etc. Parce que c'est un moyen d'expression. Voilà. C'était le moyen d'expression de l'époque, de toute façon. Oui, et puis il y a beaucoup de journaux là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis son métier de typographe va aussi l'habituer à lire des textes, à faire attention aux moindres mots, et à corriger les erreurs s'il y en a, à relire. Et ça va être précieux aussi pour son activité de traducteur. Il n'a pas commencé à détourner un peu les textes quand même de temps en temps? Parce que je vois bien détourner des textes. Alors, à un moment, j'ai lu quelque chose où il disait « Oui, j'aurais pu faire bien pire que je l'ai fait ». Donc, je pense pas qu'il détourne note vraiment... du claviste ou des choses dans ce genre-là. Je pense qu'il a eu souvent la tentation. Après, c'est vrai que quand vous êtes employé par quelqu'un, vous n'êtes pas censé non plus détourner les textes. Il a eu la chance ensuite, dans son travail de traducteur, d'avoir quelqu'un qui acceptait aussi qu'Alzire adapte le texte au goût français. Mais je pense qu'à l'époque, quand il était... Mais à l'époque, en plus, il n'était pas encore dans la traduction. Il était vraiment dans la fabrication. Il était dans la typographie, dans la composition de livres.
Et il écrivait pas du tout Il a commencé à écrire un petit peu dans les journaux, hein, dans les journaux qui correspondaient à ses idées, on va dire. Il a commencé quand même relativement tôt. À traduire, hein, puisque il adorait l'allemand. Alors, c'est aussi une question qu'elle me pose souvent, comment ça se fait qu'Alzire parlait allemand. En fait, il a commencé à l'école, il a vraiment... il s'est pris d'affection pour cette langue, et comme les travailleurs du livre, souvent la tradition c'était de faire un peu le trimard, d'aller un peu en Europe. C'est ce qu'il a fait, et quand il est revenu à Paris après le trimard, il a appris beaucoup de cours du soir, et donc il parlait, après être allé en Allemagne, très 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 bien allemand. Oui, puisqu'il a appris, il en a fait quand même beaucoup de traductions. Oui. Mais il parlait pas que l'allemand de toute façon. Ah non. Le danois, alors, surtout le nord d'ailleurs. Il explique dans une lettre que l'entretien de ces 7 à 8 langues lui coûte très cher. C'est vrai qu'il a traduit, alors c'est assez ahurissant, hein, quand j'ai découvert tout ça. Il a traduit du danois, il a traduit du suédois, il a traduit du néerlandais, il en a traduit de l'anglais. C'est quelqu'un qui était multitâche, multilangue. Alors après, c'est possible qu'il se soit fait aider aussi par les uns ou les autres. Hein, c'est très compliqué de traduire tout seul toutes ces langues aussi. Oui. Alors c'est vrai que ça va être une de ses plus grosses activités. Mais dès le début, de toute façon, il va commencer dans l'anarchie, en vérité. Mais c'est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'on a l'impression qu'il sait dès le début où il va aller, quoi. Je veux dire, pour lui, ça a l'air d'être évident. Parce que vouloir se défendre, vouloir faire des défenses collectives et tout, il y a plein de possibilités différentes. Et lui, il rentre dans l'anarchie presque naturellement. Je pense que ça correspondait tout simplement à son caractère aussi. C'était quelqu'un qui avait envie de s'engager, qui était contestataire dans l'âme un peu, et il a eu la chance de trouver un milieu où il pouvait à la fois être dans un milieu littéraire, et c'était quand même aussi un milieu assez revendicatif. Donc et puis c'est vrai qu'il a fait des rencontres, par exemple Lorulot, le journal de l'anarchie. Voilà, donc c'était tout naturel pour lui d'aller là-bas et de vivre aussi un petit peu en communauté, puisqu'il a fait plusieurs expériences de milieu. Et quand vous voyez quelques anecdotes même que racontent les compagnons, c'est vrai que c'est vraiment très drôle, parce qu'on voit Alzire complètement investi. Je peux lire un petit peu une anecdote qui est racontée par un camarade d'Alzire. Donc, à cette époque, les militants anarchistes refusaient de payer le billet de chemin de fer. C'était un dogme. Et c'est ainsi qu'un jour, 3 compagnons qui venaient de faire une tournée dans Lyon s'arrêtèrent à Auxerre, où la concierge de la Bourse du Travail, une bonne vieille militante, offrait le gîte et le couvert aux compagnons. Ils devaient regagner Paris sous quelques jours et écrivirent à un camarade afin d'être munis de 3 billets de quai pour le jour et l'heure de leur arrivée à la gare de Lyon. Ainsi, 2 jours plus tard, les 3 compagnons, dont Alzire, prenaient le train en gare d'Auxerre pour Paris, gare de Lyon. Hélas, le compagnon qui devait apporter les billets de quai n'était pas là. Il fallait quand même quitter cette satanée gare de Lyon. Je rigole même en le lisant. On usa donc d'un stratagème. Le premier voyageur se présenta au guichet de sortie et il déclara au préposé qui lui demandait son billet. « Derrière, c'est le copain qui a le billet. » Il passa. Le deuxième compagnon fit de même. « Derrière !» Il passa. Mais quand le troisième, qui était notre Alzire, passa en disant « Derrière !» Le préposé intervint. « Ah non, on m'a déjà fait le coup, ça ne prend plus. » À ces mots, Alzire, se voyant coincé, parlementa. Rien n'y fit. Alors, se fâchant, il s'écria « Domestique des grandes compagnies, tu n'es qu'un esclave, libère-toi de tes chaînes, etc. etc. » Attroupement, puis le commissaire de la gare fit arrêter Alzire, lequel fut conduit au poste de police du 12e. Ces 2 compagnons le virent partir entre 2 gardiens de la paix et décidèrent d'aller le réclamer au commissariat. Ils eurent beau dire qu'ils avaient entendu la discussion et s'offrir à régler le montant du billet, rien n'y fit. Tout à coup, le commissaire s'écria « Ils étaient 3, il y en a un de pris, c'est sans doute vous les 2 autres. Si dans une seconde vous n'êtes pas partis, je vous enferme avec votre camarade. » Pas à hésiter, il valait mieux quitter la place au plus tôt. En conclusion, Alzire fit 3 semaines de prison pour infraction à la police des chemins de fer. Voilà, donc on voit un peu... C'était du lourd. Hein. On voit un peu
le caractère. Et là, j'ai pris qu'une anecdote parce que je peux pas non plus. Mais quand on voit un peu le nombre de petits séjours en prison qu'il fait, alors soit justement injure à agent ou incitation aussi à ne pas effectuer son service militaire, puisque c'était un pacifiste convaincu. On voit que voilà, il connaît quand même bien les prisons du coin. D'accord. Je propose qu'on se mette un petit point de musique. Donc toujours autour d'un personnage assez étonnant qui s'appelle Azirella, qui a été traducteur de Stéphane Zweig aux éditions Éric Jamet, éditeur. Pour nous joindre, le 01 43 71 89 40.